Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage Gaspésien. Mon nom est Dominique Fortier et j'ai à mes côtés Frédéric Deroy. Alors bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. Alors une autre journée qui débute sous la neige. Oui. Alors on vous invite à la prudence sur les routes pour ceux qui nous écoutent en direct. Donc encore une fois, une belle bordée après un épisode de Redoux. Oui. Donc bref... Ça se questionne beaucoup à savoir si les prédictions de Fred Junior vont se matérialiser. Jusqu'à maintenant, on semblait être sur une bonne piste, mais c'est quand même une jeune marmotte. Fait qu'il faut donner la chance aux coureurs. Elle manque d'expérience, Dominique, mais une excellente nouvelle pour les centres de ski, pistes de ski de fond, motoneige et tout ce qui a rapport avec les sports hivernaux. Et on est en pleine semaine de relâche, Dominique, et c'est vraiment une belle nouvelle, cette neige neuve. Pour profiter des sports d'hiver pour les jeunes et les parents qui ont dû prendre congé de leur travail pour s'occuper de leur flot. Ben oui. Alors voilà, moi je vois ça comme une merveilleuse situation, Dominique. Et justement, pour ceux qui aiment les sports d'hiver, ben, pourront en profiter une heure de plus, puisque cette fin de semaine, on avance l'heure. Alors, on retourne à des journées un petit peu plus longues. Ça va faire du bien au moral à tout le monde, je crois bien. Et une nouvelle qui a fait du bien au moral de Gilles Cloutier et d'Annie Collin, c'est cette annonce de Développement économique Canada qui offre un prêt de 105 000 $ à l'entreprise Gen Hydro. C'est une jeune entreprise qui a été créée en 2019. Ils font des manifolds. Tu vas me demander qu'est-ce que c'est qu'un manifold? Qu'est-ce que c'est, Dominique? Alors, je vais ressortir mon passé de commis dans une shop de pièces hydrauliques. Alors, c'est un bloc d'alimentation hydraulique qui sert à alimenter certaines composantes de machinerie. Alors, ça peut servir sur de la machinerie forestière, agricole, dans le milieu des pêches, dans le milieu minier. Bref, il y a une tonne d'applications. Beaucoup de machines utilisent l'hydraulique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? On le voit ici à l'écran, les petits blocs d'alimentation. C'est qu'ils sont usinés maison. Alors, on y va avec les besoins spécifiques des clients. On conçoit le bloc, on le fabrique, on fait l'assemblage et on fait également la vérification de ces blocs-là pour lorsqu'on se demande qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais souvent on doit défaire tous les tuyaux hydrauliques pour savoir où est le problème. Oui. Mais on a aussi conçu ici même à Saint-Anne-des-Monts une machine pour pouvoir tout vérifier ça. Alors bref, c'est comme le mentionnaient les deux propriétaires, c'est un peu un forfait clé en main. Donc ça en fait une entreprise quasi unique au Canada qui fait tout le travail de A jusqu'à Z, de la conception à la fabrication jusqu'à l'assemblage. Alors, on dit qu'il y a un potentiel assez énorme et pour avoir œuvré dans le milieu des pièces industrielles, je peux effectivement te dire que on parle d'argent assez intéressant. C'est un milieu où souvent, lorsqu'on a besoin de pièces, ça presse parce que lorsque la machinerie ne fonctionne pas, mais on perd de l'argent de façon quotidienne. Donc, je me rappelle, moi, simplement avoir vendu des roulements à billes. Des roulements à billes, il y en a dans nos patins à roues alignés qui vont coûter une dizaine de dollars. Mais lorsqu'on arrive avec des gros roulements pour des machines plus volumineuses, oui. Ça peut aller jusqu'à 2-3 000 $ le roulement. Donc, c'est la même chose dans l'hydraulique. C'est un marché qui est infini. On va toujours avoir besoin de ça, du moins jusqu'à temps qu'on trouve peut-être une autre technologie. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est en pleine demande. Donc, on vise le Québec, mais évidemment, on vise aussi beaucoup plus loin le marché des maritimes et éventuellement le marché international. Très belle nouvelle et c'est le genre d'entreprise qui cadre parfaitement dans ce qu'on veut développer ici en Haute-Gaspésie. Donc, pas des grosses usines qui emploient 200-300 personnes, mais plutôt des petites entreprises. Et là, on voit quelque chose d'assez... c'est de niche, hein? On est spécialisé dans quelque chose, commande sur mesure, et je pense qu'on aurait besoin à moyen terme d'une dizaine d'employés. Oui, exact. Donc, c'est beaucoup plus facile à atteindre que, exemple, Hélène Windpower à Gaspé qui cherchait des centaines de personnes.
et où, si on n'a pas ces centaines de personnes-là, c'est la production qui est rapidement handicapée. Donc, c'est beaucoup plus facile, même si la main-d'œuvre est difficile à trouver, c'est plus atteignable rapidement, une dizaine de personnes, faire rouler une petite entreprise. Et c'est un beau coup pour la région. Je pense aussi là, que depuis quelques années, il y a Inox Signature à Tourelle, où aussi on est dans le sur-mesure, dans l'acier inoxydable. On commence à développer des choses intéressantes aussi dans un créneau qu'on avait peut-être moins dans la région. Et souvent, un attire l'autre. Donc, j'ai hâte de voir si ça ne créera pas boule de neige pour quelqu'un qui va avoir un produit complémentaire à soit Inox, soit à cette entreprise qui vient de naître. Donc, on est peut-être en train de voir un nouveau secteur d'activité prendre de la vigueur dans la région. Donc, c'est une très belle nouvelle. Effectivement. Et c'était la ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie, Diane Leboutier, qui est venue faire cette annonce-là du prêt de 105 000 $ au nom de la ministre Mélanie Joly. Et voilà. Alors, on poursuit cette fois-ci un procès qui a attiré l'attention depuis plusieurs mois, a connu sa conclusion, vendredi dernier. C'est le procès de l'ex-enseignant à Gabriela Courtois, Richard Bélanger, qui était poursuivi pour agression sexuelle sur une personne d'âge mineur. Alors, il y a eu un procès au cours duquel la présumée victime a raconté sa version des événements. Elle ne coïncidait pas avec ce que l'enseignant a raconté de son côté. Alors, on était face à deux versions contradictoires. Et souvent, dans ce type de procès-là, souvent dans des procès d'agression sexuelle, mais c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Ouais. Dans le cas ici, on avait admis des actes similaires en preuve, c'est-à-dire des événements qui pouvaient se rapprocher d'attouchement pour la couronne. Ça avait été admis, mais finalement, le juge a décidé que c'est les deux actes qui avaient été admis en preuve. On n'a pas réussi à faire la preuve, justement, que ça s'était réellement produit. On a rejeté les témoignages de deux des témoins qui venaient parler à cet effet-là. Donc, on se retrouvait au final avec la version de la présumée victime contre la version de l'accusé. Et à ce niveau-là, même le juge n'a pas été capable d'être noir ou blanc et de trancher très, très précisément et hors de tout doute. On dit qu'il y a des parties du témoignage de la victime qu'on peut croire. Même chose du côté de M. Bélanger. Mais il y a quand même des zones grises dans les deux versions. On n'est pas capable d'établir qu'il y a effectivement eu les faits qui sont reprochés à M. Bélanger. Donc, dans le doute, on n'a pas le choix que d'acquitter l'accusé. Alors, bref... difficile de savoir au final qu'est-ce qui s'est réellement passé. On ne le saura probablement jamais, mais dans la tête du juge, la couronne n'avait pas réussi à se libérer de son fardeau, de prouver hors de tout doute raisonnable qu'il y avait eu agression. Alors dans ce cas-là, on rejette l'ensemble des accusations. La vérité, Dominique, il y a deux personnes qui la savent. C'est les deux personnes qui étaient en cause. Ce genre de procès-là, de cause-là, même si ça avait été très tranché, donc coupable ou non coupable avec des arguments, ça laisse toujours, pour toute la vie, un doute. Donc, pour la personne qui se fait accuser, qu'il soit coupable ou non, ça va y le coller à la peau, malheureusement. Ou en tout cas, c'est vraiment délicat comme cause, et puis ça laisse des traces pour tout le restant de la vie. Ça n'a pas dû être un bon moment, ni pour un ni pour l'autre, à passer au travers de ce procès-là. C'est des causes qui sont pas agréables. Même, tu sais, comme nous, on regarde de l'actualité. Toi, tu vas même au palais de justice. Ça ne doit pas être une ambiance de fête. Là, hein? C'est pas le genre de procès qui est agréable à couvrir. Donc, il y a rarement des procès agréables à couvrir en partant. Disons que ce sujet-là, c'est plus délicat. Ce domaine-là est délicat et en plus, dans des petits milieux comme le nôtre, c'est exactement, c'est fragile. C'est encore plus sensible. Donc, c'est sûr que, M. Bélanger doit être vraiment soulagé que ça soit terminé. Et pour
pour la suite des choses, ça leur appartient. Mais vraiment, ce genre de cause-là, moi, ça me rend pas très à l'aise. Non, effectivement. Et même lorsqu'on était dans la salle d'audience, on pouvait sentir l'odeur était très palpable. Et on l'a vu sur les médias sociaux. Évidemment, les gens aujourd'hui n'ont plus de filtre, on se gêne pas. Mais les gens ont pris beaucoup parti dans cette cause-là. Sur les médias sociaux, ça commentait énormément. On semblait être très tranché d'un côté comme de l'autre. Ça a fait énormément parler. Mais bon, souhaitons du moins pour les deux personnes impliquées qu'on puisse tourner la page là-dessus. Alors, on poursuit cette fois-ci avec un autre sujet. Cette fois-ci, c'est le ministère Forêt, Faune et Parc qui nous annonce pardon, excusez-moi. Les mesures pour le caribou. Exactement, les mesures pour le caribou. Désolé, j'ai eu peine à prendre mon café ce matin. Bref, alors on nous demande d'éviter le mont Blanche-la-Montagne puisque il y aurait justement présence accrue de caribou et on ne veut pas le déranger dans son habitat. On dit que c'est davantage difficile ces temps-ci. Plus il y a de présence, mais plus ça pousse le caribou à vouloir aller à l'extérieur de sa zone. Donc, il se met en danger, devient une proie plus facilement. Alors, on demande aux gens d'éviter ce secteur-là. On dit même qu'il y a des amendes pouvant aller jusqu'à 1825 $ si on ne respecte pas la réglementation en place. Alors, Fred, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Est-ce que encore une fois, on vient ternir la carte de visite de la Haute-Gaspésie ou bien d'un autre côté, on doit prendre toutes les mesures nécessaires pour venir en aide au caribou qui est en déclin? Ben, c'est sûr que quand on lit un peu les commentaires, on jase avec des gens qui aiment faire du plein air et aller se promener dans notre magnifique terrain de jeu. C'est dur à avaler un peu de se faire encore bloquer un autre secteur. Donc, la réaction des gens de plein air est plus ou moins positive, je te dirais. Et ça se comprend. En même temps, bon, les mesures ont une logique. On parle aussi de la présence de fans, là, de petits bébés caribous. Donc, on veut donner la meilleure des chances aux bêtes de survivre à l'hiver et de prendre des forces. Par contre, comme un internaute disait, c'est pourquoi pas engager un garde forestier qui contrôle un peu les accès puis qui vérifie qui enligne les gens dans les bons secteurs où ce que présentement il n'est pas. Donc, on y va souvent avec des mesures qui coûtent rien ou on a un secteur économique qui est le tourisme hivernal qu'on essaie de développer. C'est sûr que tout ne se passe pas dans ce secteur-là. Il reste bien de la place, mais on sent que plus ça va, plus on ferme des chemins forestiers, on bloque des accès, on empêche allez pas là, allez pas là, allez pas là. Donc, je peux comprendre les réactions. Puis en même temps, oui, on peut mettre un plan, mais est-ce qu'on peut mettre aussi de l'argent pour engager des gens pour justement peut-être débloquer des secteurs quand c'est libre, puis rebloquer quand... Il y a ça aussi, on aimerait sentir qu'il y a des mesures, mais qu'il y a des investissements qui suivent aussi pour prendre en considération tout le secteur, tout le potentiel de tourisme hivernal qu'on a et que la région puisse continuer à se développer dans ce créneau-là. Donc, c'est bien d'interdire, mais est-ce qu'on peut investir aussi pour gérer un peu plus? Tu parles de mesures qui ne coûtent rien. On s'entend que dans un cas comme celui-ci, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont aller vérifier sur place et distribuer des amendes? Ouais, j'en doute, mais le principe est là quand même. On dit aux gens, vas-y voir, puis il m'a donné 2000 pièces d'amende. Je peux comprendre la logique d'essayer de protéger le caribou, mais c'est une équation un peu complexe, puis c'est une région qui a besoin de toutes ses cartes pour tirer son épingle du jeu. Donc, il va falloir que tout le monde se rassoie, et des fois, on prend des mesures, mais sans consulter le milieu, puis c'est ça qui, des fois, peut être choquant pour les gens. Et c'est un sujet qui est évidemment encore là très polarisant. On a eu droit à tous les spectres d'opinion à ce sujet-là. Alors, on va voir justement comment ça va se déployer dans les prochains mois, prochaines années. Et sur ce, mon cher Fred, on prend une courte pause et on vous revient immédiatement après avec la suite du bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie.
nom est André Saint-Pierre, j'ai 29 ans, d'origine de Capcha. Je possède un garage de mécanique automobile, garage Saint-Pierre Mécanique, depuis le 1er juillet 2015. J'ai décidé d'acquérir une entreprise déjà existante car les coûts étaient beaucoup moins chers. La clientèle était déjà établie, donc c'était un plus. Le processus de transfert a quand même bien été. L'ancien propriétaire est demeuré avec moi une année complète pour me montrer comment gérer l'entreprise, dans le fond. Le moment le plus difficile dans le processus de transfert a été sûrement le prêt. Il a fallu faire un bilan financier et démontrer que l'entreprise était viable et rentable. J'ai eu l'aide du Centre local d'emploi qui m'ont donné du chômage pendant 1 an. Ensuite, il y a eu la SADC qui m'ont fait un prêt et le CLD qui m'ont fait une subvention. Les avantages d'avoir une entreprise en Haute-Gaspésie, eh bien, sont la clientèle, on les connaît quasiment toutes vu qu'on a un petit village, donc pas besoin de grande publicité, le bouche à oreille, ça marche très bien. Mon entreprise me permet de me réaliser car c'est toujours de nouveaux défis chaque jour. La technologie évolue, donc il faut suivre des cours et se mettre à jour. J'ai décidé de revenir en Haute-Gaspésie car j'aime la place, les gens sont accueillants, la nature est là, proche, donc on n'est pas stressé. Si quelqu'un désire revenir en Haute-Gaspésie ou déménager en Haute-Gaspésie pour avoir sa propre entreprise, je dis de s'en venir. Car il y a de la place en masse pour de nouvelles entreprises ou acquérir une entreprise déjà existante. De retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie pour la deuxième portion de notre émission. On se tourne maintenant du côté de la municipalité de La Martre qui est aux prises depuis décembre dernier avec des problèmes d'eau. On sait qu'on a des problèmes avec l'eau potable en général depuis une vingtaine d'années. Ouais. Mais là, depuis décembre dernier, il y a eu des actes de vandalisme qui auraient été commis sur le réseau en partant. Ça commence mal. Ben, l'art de se tirer dans le pied, là, je veux dire... on sabote notre propre réseau d'eau, là, c'est... En tout cas. Et surtout un réseau d'eau qui date de 1947. Alors, bref, il n'a pas eu beaucoup d'amour ces dernières années. Et là, ben, ça a provoqué toute une chaîne de problématiques pour la municipalité avec ce tuyau-là qui a été sectionné. Ben, là, on le voit à l'écran. Là, c'est un smoothie, ça, Dominique? Ça, c'est oui, un smoothie à la boue de la Martre. Alors, il y a 2 jours, c'est ce qu'on pouvait retrouver lorsqu'on on ouvrait le robinet ou dans l'eau de la toilette. Alors, c'était de l'eau brune avec de la boue qui avait pénétré justement à l'intérieur des tuyaux pour se rendre jusque dans les maisons. Alors, bref, ce qui est arrivé, c'est qu'on a dû composer avec une situation problématique, trouver des solutions alternatives, mais en même temps sans que ça coûte les yeux de la tête. Alors, ce que le maire de la municipalité nous racontait, on a d'abord essayé d'aller pomper l'eau directement dans le puits, mais finalement, bon, on a tellement pompé que le puits s'est asséché en une trentaine de jours. Et là, avec les conditions hivernales actuelles, ben, on a fallu trouver une autre solution le temps que le puits se regorge d'eau à nouveau. Alors, on a acheté un long tuyau qu'on a décidé de mettre au sol, à l'extérieur, sur la neige. 4 heures après, ça gelait. Alors, il fallait trouver une solution alternative. On a fait affaire avec une entreprise qui transportait de l'eau de Marsouis jusqu'à La Martre, mais évidemment, ben, ça coûtait cher le voyage, ça coûtait cher le gallon au final. Donc, il fallait trouver une solution moins coûteuse. Finalement, ben, on a des conteneurs à La Martre. Avec nos propres moyens, on fait une dizaine de voyages par jour à Marsouis pour aller remplir les conteneurs, amener à peu près 5000 gallons d'eau à la municipalité. Et ça, c'est en attendant, on le souhaite que tout dégèle et que le puits puisse finalement se remplir lui-même et qu'on retourne à la normale. C'est assez surprenant, en tout cas en 2020, au Québec, de voir une municipalité avoir autant de difficultés à avoir de l'eau potable.
Mais c'est sous peu, ça va se régler, j'ai l'impression. On parlait dans l'article de 2021. Ben, c'est ce qu'on laisse entendre du côté de la municipalité. Si on pose la question aux citoyens, ben, plusieurs personnes sont sceptiques et vous diront, ben, on le croira quand on le verra. On peut les comprendre aussi. Ça fait longtemps qu'on nous promet ça. La dame du magasin général, Mme Cléry, qui nous disait, ben, écoutez, on a eu différents conseils de ville qui nous ont tous promis ça un après l'autre. Elle dit, rendu là, je ne rêve plus en couleur. Alors, on verra bien. C'est comme promettre Internet haute vitesse ou le téléphone cellulaire. Ouais. Effectivement. Alors, ben, on leur souhaite que ce sera la bonne fois. Puisque... Oui, mais il faut, c'est un besoin de base, là, c'est de l'eau potable. Pendant combien de temps ça a duré la vie d'ébullition à Sainte-Anne? À Sainte-Anne, ça fut quoi, 2 ans à peu près? Bon, à peu près, et notre eau était consommable, on s'entend. Ouais. On n'a jamais eu d'eau comme ça et ça exaspérait les gens. Imagine d'avoir une espèce de boue comme ça du robinet. On est rendu loin là, dans oui. Bien, heureusement, ça, c'est arrivé à une reprise. Alors, ce n'est pas monnaie courante, là, bien heureusement. Mais bon, quand même, lorsqu'on en arrive là, il n'y a rien d'agréable lorsqu'on revient de travailler chez soi le soir et qu'on veut faire la vaisselle, le lavage ou prendre sa douche. Et voilà ce qui sort des robinets. Oui, j'imagine qu'une brassée de blanc, cette soirée-là, c'était pas la bonne idée. Non, on l'oublie, celle-là. Ouais. Et ce qu'on nous disait du côté des citoyens à qui j'ai parlé, c'est que tout ce sable-là et ces cochonneries-là, dans le fond, qui rentrent par les tuyaux, ben ça fait que ça abîme un peu autant les tuyaux de laveuse, ça abîme les conteneurs à eau chaude qu'on a dans nos maisons. C'est pas bon pour la plomberie, la tuyauterie générale. Pas du tout. Exactement. Alors, bref, on espère que là, cette solution temporaire-là va fonctionner, du moins jusqu'au retour à la normale. Après ça, ben là, on nous dit qu'on est en plan et devis pour justement le réseau d'aqueduc qui va remplacer celui qui est désuet et dans lequel on ne veut plus mettre d'argent, puisque, écoutez, on va en avoir un nouveau, donc c'est pas le temps d'investir dedans. Mais en même temps, on est rendu à 22 000 $ de dépenses jusqu'à aujourd'hui pour pallier les problèmes depuis le 23 décembre. Là. C'est beaucoup d'argent en peu de temps pour une petite municipalité, donc ça va paraître un jour ou l'autre sur le compte de taxes, j'imagine? Ben déjà, on avait prévu 5 000 $ cette année dans le budget pour les bris liés à l'aqueduc. On l'a déjà dépassé plusieurs fois. On est rendu à 22 000. Et il y avait effectivement une taxe d'eau qui avait déjà été mise sur le compte des citoyens, le compte de taxe des citoyens en prévision justement du nouveau réseau d'aqueduc. Mais là, avec les problèmes qu'ils vivent en ce moment, ben on trouve ça un peu ordinaire d'avoir à payer une taxe d'eau alors qu'il y a ça qui sort du robinet. C'est ça, on souhaite bon courage aux gens de la Martre. Effectivement. Sur une note un petit peu plus joyeuse, en fin de semaine dernière, je suis retourné à l'église, mon cher Fred. Il y avait longtemps que je n'avais pas été à l'église. Et la confession a dû être longue, cher Dominique. Très comique. C'était pour le renouvellement des vœux, en fait, l'anniversaire de mariage. Ah, d'accord. Noce de platine de Ruth Lévesque et Jean-Marc Paquet. Platine? Ça fait 70 ans de mariage, ça. Il doit pas en avoir beaucoup. Non, effectivement. Et un beau petit couple, très heureux. Je parlais avec Mme Lévesque ici. Là, on les voit pendant la cérémonie où on bénit les mains. Alors, c'est l'abbé Joe Deschênes lui-même qui a béni les mains. Oui, M. Deschênes, superstar de l'Église dans la région. Effectivement, c'est là même, à l'église de Sainte-Anne-des-Monts, il y a 70 ans, que Mme Lévesque et M. Paquet ont uni leur destinée. Alors, 70 ans plus tard, ils étaient là à nouveau. Lorsqu'on leur a demandé un peu quel était le secret d'un mariage réussi et aussi long, ben, c'est pas compliqué. On se chicane pas, on se complique pas la vie, au niveau au jour le jour. Alors bref, pourquoi justement essayer de faire dans le drame lorsqu'on peut tout simplement être heureux? Monsieur Paquet, de son côté, a été menuisier pendant une longue partie de sa vie. Madame Lévesque a été cuisinière. Ils avaient habité sur la Côte-Nord pendant un certain temps, sont revenus en région. Et on a également félicité Madame Lévesque pour toutes ces années d'implication au sein de la famille
fabrique. Elle vendait des billets pour l'église. Alors, on lui a remis des petits cadeaux et également un parchemin de Monseigneur Proulx lui-même qui avait écrit au couple pour les remercier, bref, d'avoir été de fidèles paroissiens et les féliciter pour leur noce de platine. Wow, oui, félicitations. Effectivement. Fred, c'était la semaine de relâche, mais Oui. on la termine. On est dedans, oui. Et on avait beaucoup d'activités partout sur le territoire. Du côté de Saint-Anne-des-Monts, justement, à la piscine, ben, je pense que vous avez eu beaucoup de plaisir en début de semaine. Là. Oui, lundi, c'était notre fiesta avec DJ Mom. Donc, 1 heure et demie de pur plaisir et de ballon dans l'eau. Et on a eu 129 personnes cette année. Donc, 3 ans d'affilée qu'on a pratiquement atteint notre maximum de baigneurs, qui est 131. Donc, très populaire. On est vraiment content. Et tout ça gratuit aussi. Mm-hmm. Et j'ai organisé cette année encore concours de bombes, concours international. Oui. Et très couru. 16 inscriptions. Quand même. Et j'ai l'heureux gagnant d'un trophée en pur plastique doré, mais aussi d'une heure de location de Weebit, la structure gonflable. Oui, une valeur de 100 $. Oui. Alors, M. Maël Méville, qui a gagné ça comme un champion. Donc, la finale a été disputée rudement parce qu'il a fallu refaire une deuxième bombe pour les 2 finalistes parce que c'était trop serré. Le deuxième était Louis Wertz, le fils de M. Thierry. Et la compétition était vraiment solide, mais Maël n'a pas craqué sous la pression et a fait une deuxième bombe tout à fait magnifique. Donc, les juges étaient M. Guy Fraser et M. Alexis Poirier du CICHAC. Oui. Et j'ai aussi organisé un petit soulignement parce que M. Guy Fraser, après 31 ans de sauvetage, ne renouvellera pas son brevet. Donc, c'était sa dernière surveillance à la piscine. Donc, après 31 ans, il accroche son sifflet. Et son speedo. Et donc, mais c'est quand même quelque chose de particulier parce que pendant 31 ans, il était sauveteur à l'école et aussi pour la ville de temps en temps. Et quand il a fait son brevet, il avait 32 ans et on lui disait qu'il était trop vieux. Et, mais c'est ça. Hein? Et même a dû apprendre pas à nager, mais n'était pas non plus un nageur exceptionnel à l'époque. Donc, voulait vraiment, était très déterminé et a été chercher son brevet à l'âge de 32 ans et par la suite, il faut renouveler aux 2 ans avec test physique et performance de sauvetage. Donc, à tous les 2 ans, pendant 31 ans, M. Guy Fraser a fait ses requalifications. Chapeau. Et, donc, on a fait une petite vague autour de la piscine. Tous les gens étaient debout à faire la vague en criant « Guy, Guy, Guy ». Donc, c'est une belle attention, quand même. Oui. Il fallait le souligner. Je pense que M. Fraser, là, ça va être dur à battre. Là. Effectivement. Est-ce que tu vas être le prochain? On verra. Mais dans le fond, c'était une des activités de la ville. Il y a eu plusieurs autres aussi. La Grande Bordée, notamment. Il y a eu la Grande Bordée la fin de semaine juste avant. Donc, les feux d'artifice, pour ceux qui se sont déplacés, étaient magnifiques. Il y avait le groupe Diversité qu'on a reçu ici en studio qui faisait le spectacle. Les journées de ski étaient vraiment bondées. Là. On avait beaucoup de gens. Ça a été un succès sur toute la ligne. Et il y a eu Heure du compte avec Virginie, Atelier de tricot, un quiz scientifique avec M. Vincent Rinaud. Oui, ça va l'air assez intéressant, ça. Donc, très diversifié. Je te dirais, Dominique, là, le temps file, mais la ville, depuis 2-3 ans... se jase, tous les secteurs se jasent un peu plus et organisent mieux la relâche. Oui, il y a beaucoup plus d'activités qu'auparavant. Et on peut offrir aussi un plan de match complet, qui a ce qu'il y a à la piscine, ce qu'il y a à la bibliothèque, ce qu'il y a à l'aréna. Donc, il y a un beau travail du point de vue de la ville et je te dirais que c'est en grande partie grâce à Simon Deschênes et Ariane Lévesque qui ont poussé vraiment... la concertation. Oui, la concertation et ce qui touche à la famille,
ont l'oreille sensible à ce sujet. Donc, c'est vraiment le fun de travailler avec des élus qui poussent pour ce genre d'activité-là. Et en terminant, peut-être mentionner également du côté de Capcha, on avait des activités, du patinage, des quilles, des journées au centre de ski Petit Chic-Choc. Et également, on a reçu la visite de Mont-Louis. Alors, bref, une belle semaine du côté de Capcha également. Alors, félicitations à toutes les municipalités qui font bouger nos jeunes pendant la semaine de relâche au lieu qu'ils soient assis pendant 12 heures de temps devant Fortnite. Alors voilà, c'est dit Fred. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine. Merci, salut.